Donc, encore une fois, merci à tous, merci à toutes d'être avec nous. On sait que c'est le confinement quand même, vous avez peut-être des choses à faire le soir, donc c'est cool d'être là avec nous. L'objectif de notre soirée, c'est de vous parler de ce métier de testeur ou de testeuse informatique avec Suzanne Jai. Je tiens à préciser quand même que c'est ma sœur, donc s'il y a un peu de familiarité entre nous, c'est normal. Et avant d'aller plus loin, je vais laisser la parole à Nakima, qui est une de nos partenaires pour Akoba Fest et qui va nous parler de, du coup, techincolor.eu. Bonsoir, je suis Nakima, fondateur de Tech in Color. Tech in Color, c'est un nouveau réseau européen qui vise à connecter les professionnels en tech de couleur dans toute l'Europe. On essaie de vous connecter avec les fondateurs, avec les investisseurs. Je pense qu'un micro est ouvert. Apparemment, ça serait Ricky Benz ou le petit. Voilà, ok. Je vais... Est-ce que ça marche maintenant? Oui. Oui. Ouais, ça marche mieux. OK. Dernière chose, c'est que vous pouvez nous suivre sur LinkedIn, Twitter et on est des partenaires avec Akoba Fest. On espère d'être ensemble l'été prochain en personne. On espère. Bon, bah, du coup, ça me fait un super segue pour expliquer ce qu'est Akoba Fest. Avant cela, on va peut-être se présenter. Donc, je m'appelle Awa. J'ai cofondé Akoba Fest avec Tolu Lopé. Et en fait, Akoba Fest, ça sera, oui, le premier festival tech afro-caribéen à Paris. Pour nous, c'était très intéressant et très important d'organiser cet événement. L'idée, c'est de pouvoir créer un lieu, une rencontre où les personnes noires, les personnes afro-caribéennes dans la tech puissent se rencontrer, puissent échanger, puissent partager. Avec tout ce qu'apportent en fait les festivals tech et les conférences tech d'habitude, c'est-à-dire du networking, une opportunité de pouvoir présenter, montrer son expertise et aussi potentiellement, si vous êtes porteur de projet, pouvoir trouver des partenaires, pouvoir trouver des investisseurs et tout ce qui va avec. Je précise, notre focus est vraiment autour des personnes noires et afro-caribéennes, mais ça ne veut pas dire que les personnes non noires et non afro-caribéennes de l'audience ne peuvent pas venir, ne peuvent pas participer. Vous êtes tous les bienvenus. Surtout ce soir, et sachez qu'on ne vous mettra pas à la porte, ce n'est pas notre genre. Du coup, je veux bien que tu passes à la prochaine slide, s'il te plaît. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de se lancer sur ce projet, sur Akoba Fest? Parce qu'en fait, on a fait une petite sélection des différents articles qui ont pu sortir ces derniers mois. En fait, on le sait tous, aujourd'hui, il y a un vrai problème de diversité et de représentation dans la tech, qu'elle soit parisienne, française ou européenne globalement. Et nous, on offre une première solution. On ne dit pas qu'on a la solution, mais c'est une solution parmi d'autres. Et notre objectif, en fait, c'est vraiment de pouvoir créer cette représentation. On dit souvent qu'on ne peut pas être ce qu'on ne voit pas, et donc on veut montrer qu'il y a des personnes noires et afro-caribéennes qui travaillent dans la tech, qui sont expertes de leur métier et qui peuvent également construire une carrière dans ce métier. Donc, dans les événements précédents, jusqu'à présent, on vous a un peu fait une sorte de panel, notamment avec Nakima qui a mené cet événement. On vous a fait un panel global sur les différents métiers qui existaient dans la tech. Et on vous a également parlé des salaires pour chacun de ces métiers. Vous avez pu voir qu'il y en a énormément, que l'on parte de tout ce qui touche à la partie business, à la partie design, à la partie infra, à la partie dev. Et donc aujourd'hui, on a voulu vous faire un focus un peu plus sur le métier de testeur, de testeuse informatique, avec Suzanne qui travaille en fait dans ce milieu depuis plusieurs années déjà. Donc, on peut passer à la slide d'après. Suzanne, aujourd'hui, avec toi, on va parler de ces 3 premiers grands points. Donc, tu vas pouvoir nous présenter ton métier, nous expliquer ce qu'est la recette et donner un premier aperçu. Tu as été quand même assez gentil, assez sympa de nous faire ce premier aperçu sur les pistes de formation, reconversion possible. Et bien sûr,
Tolu Lopé vient de vous partager le lien pour le Slido pour que vous puissiez poser toutes vos questions tout du long de ces échanges. Ce n'est pas complètement fermé. On a juste coupé les micros pour que ça soit plus facile pour tout le monde d'entendre. Tu vas peut-être te présenter du coup pour commencer. Tout à fait. Donc, comme Awa l'a dit, nous sommes sœurs. Et aujourd'hui, donc, je vais vous parler de moi, de mon parcours, en 3 points. Je suis consultante dans une SS2I et chef de projet assistante à maîtrise d'ouvrage. Donc, je totalise 11 années d'expérience professionnelle. Et la majeure partie de mes expériences se sont passées dans des grands groupes, mais plus particulièrement dans le domaine bancaire et de l'assurance. Bon, j'ai une grosse partie de mon expérience qui est orientée IT, mais il faut savoir que dans le début de ma carrière, j'ai été dans les métiers du contrôle financier et de l'audit. Et donc, comme je disais, beaucoup dans le secteur bancaire et dans le secteur de l'assurance. Moi, actuellement, en termes de formation, actuellement, je prépare un MBA Management et Transformation numérique. C'est au sein de l'EPITA. C'est une école d'ingénieurs en informatique. Et il y a plusieurs années de cela, j'ai été diplômée d'un Master 2 comptabilité contrôle audit. C'est un diplôme qui prépare au métier de l'expertise comptable, du contrôle financier, du contrôle de gestion, de tout ce qui tourne autour de la fonction de comptabilité en fait en entreprise. J'aurais même pu être contrôleur financier si c'était ce que je souhaitais. Donc, voici sur cette slide en fait tout mon parcours, enfin une partie de mon parcours parce que ça s'arrête en 2016. Enfin, la dernière expérience tout à droite de cette slide où j'ai été chef de projet recettes en transport s'arrête en 2016. Mais vous voyez donc que j'ai été dans toute une première partie de mon expérience professionnelle en banque et en assurance autour de l'audit et du contrôle. J'ai commencé donc mon aventure en SS2I en étant contrôleur financier. Bon, c'est vrai que ça peut paraître bizarre parce que les SS2I sont plus estampillés projet informatique, enfin, vraiment dans le projet. Et là, je me retrouve à faire du contrôle financier, mais bon, je me suis dit pourquoi pas, une SS2I me propose cette opportunité, alors je me lance. Donc, à la fin de cette mission, quand ça s'est terminé, mon commercial m'a approché et m'a dit, bon, voilà, Suzanne, j'ai une mission pour toi. J'ai un client, c'est une compagnie d'assurance qui recherche une personne qui maîtrise la comptabilité. Donc, actuellement, on a des difficultés parce que tous ceux qui connaissent le projet ne maîtrisent pas la compta. Donc, tu viens de l'assurance, tu connais la comptabilité. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te faire monter sur ce genre de projet. Tu vas travailler en binôme avec une collègue. Elle va te former sur la partie gestion de projet. Et toi, tu vas utiliser ton expertise, enfin, tu vas tenir la mission avec ton expertise en compta. Et donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai eu ma première porte d'entrée dans l'IT. Et j'ai été assistante à maîtrise d'ouvrage. Avant que tu ailles plus loin, est-ce que tu veux peut-être dire un mot sur ce que sont les SS2I pour ceux qui ne savent pas? Oui, je suis désolée, je reviens en arrière. Une SS2I, SS2I veut dire Société spécialisée en ingénierie informatique. Donc, est-ce que j'ai le droit de citer des noms? Oui, vas-y. Oui, je pensais que c'est comme à la télé, on ne peut pas citer des marques. Donc, ce sont les grands groupes comme Atos, Altran qui a été racheté par Capgemini, comme ça peut être CGI, quel autre grand groupe, quel autre concurrent on a. Et puis après, il y a des boîtes un peu plus petites, Béjaflor, enfin bon, ce sont des sociétés dans le métier, enfin dans le cœur de métier et de travailler sur des logiciels en informatique. Logiciels, sites internet, on peut aussi aider à améliorer des applications. Le cœur de métier, c'est l'informatique. Voilà. Merci. Donc, je retourne sur ma slide où donc, je disais qu'on m'a proposé d'être assistante à maîtrise d'ouvrage. Et donc, je découvre ce métier.
Et je vous ai mis à l'écran une définition du métier d'assistant à maîtrise d'ouvrage. Donc, j'aime bien cette définition parce que je me rends compte que c'est celle que j'utilisais souvent, parce que le terme d'assistant à maîtrise d'ouvrage est utilisé dans le BTP. Donc, c'est une personne qui est là pour assister un commanditaire, qui est là pour assister un client. Et c'est une personne qui a un rôle central parce qu'elle est chargée de transmettre le besoin du client aux équipes techniques. Donc, dans le BTP, clairement, quand on a un architecte qui est là au centre, il reçoit, imaginons que vous voulez faire construire une maison, vous allez voir un architecte, vous lui dites je veux une maison fonctionnelle, elle a 4 chambres, 3 salles de bain, je veux qu'elle soit sur 2 niveaux avec un jardin et un garage avec 2 voitures. Voici ce que vous lui dites, ça s'arrête là. L'architecte donc travaille sur votre projet, vous propose plusieurs solutions jusqu'à ce que vous soyez d'accord et c'est l'architecte qui ensuite se retourne vers le plombier, vers le carreleur, celui qui pose les fenêtres, etc. pour s'assurer, enfin, d'abord pour qu'ils fassent ce qu'on leur demande, mais surtout s'assurer que ça corresponde à ce que vous voulez. Donc, par exemple, vous, en tant que client, ce n'est pas à vous de dire à l'architecte qu'il faut une peinture spéciale pour la salle de bain, en fait. Non, l'architecte le sait et justement, c'est son rôle de s'assurer en fait de ces petits détails techniques. Et c'est comme ça en fait qu'on voit un assistant à maîtrise d'ouvrage. Donc c'est une personne qui a un rôle central, qui a un client, qui lui confie un besoin et l'AMOA donc analyse, échange avec le client, réalise des ateliers. À la fin, elle formalise ce besoin dans des documents qu'on appelle des spécifications. Puis, elle se retourne vers l'équipe technique, les développeurs, qui vont coder le logiciel, coder le site internet, coder l'application. Et une fois que c'est terminé, l'assistant à maîtrise d'ouvrage a pour rôle de vérifier si tout est OK, si ce que le client a demandé a bien été respecté par les équipes techniques. Donc, dans les grandes lignes, c'est ça. Et si je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez mieux. Je pense que tout le monde a utilisé le site Le Bon Coin. Il y a quelques années, c'était juste un site qui recensait des annonces. Et je ne me rappelle plus à partir de quand, mais ils ont mis en place un espace personnel ensuite. Donc, on pouvait créer un compte, suivre enregistrer des annonces en favoris, poster son annonce, suivre la popularité de son annonce, acheter des crédits, vraiment avoir un vrai tableau de bord depuis un espace personnel. Donc, imaginons que là, voilà, je suis consultante, je travaille pour Le Bon Coin. Et là, donc, j'ai mon client qui me dit, voilà, Suzanne, je veux avoir un espace personnel, comme pour tous mes concurrents, eBay ou Rakuten, parce que tous mes concurrents ont mis en place un espace personnel pour leurs clients. C'est ce que je veux. Et donc là, on se lance dans un chantier d'évolution. Évolution parce qu'on est en train d'améliorer quelque chose qui existe. Et on va faire des ateliers. On va discuter autour de ce souhait. Qu'est-ce qu'il aimerait avoir? Qu'est-ce qui peut être fait? Comment il voudrait que ça se fasse? Est-ce qu'on peut, dans l'espace personnel, mettre sa photo ou pas? Qu'est-ce qu'il veut? Jusqu'à ce qu'on trouve vraiment un consensus. Et je formalise tout ça dans un document. Ensuite, je transmets sa demande aux équipes techniques qui vont développer et me proposer une version qu'on appelle une version de recette, mais c'est l'équivalent d'un brouillon, mais une version de ce qu'on est censé obtenir. Je m'assure que tout fonctionne correctement et si c'est OK et que ça correspond à ce que le client voulait, je dis bon, déjà, je fais un retour au client en disant oui, ça correspond à ce que tu veux. Donc, tout est OK, le site fonctionne correctement. Et là, on est prêt pour mettre en production, en fait, pour ouvrir du moins d'abord installer cette version brouillon sur le site Le Bon Coin classique que le public utilise et ensuite l'ouvrir aux utilisateurs. Donc, sur cette mission, j'étais à l'aise sur toute la partie où il fallait tenir des ateliers, questionner le client, analyser les besoins, formaliser. Parce qu'en fait, comme je venais de l'audit, on avait l'habitude de poser des questions.
on avait l'habitude d'analyser, de rédiger. Donc, j'étais très à l'aise sur cette partie-là. Et il y avait par contre une partie où j'étais vraiment légère et j'étais souvent en demande d'informations. J'allais souvent voir la fille avec qui je travaillais, mon binôme. C'était sur la partie recettes. Clairement, elle me disait il faut faire ci, il faut faire ça. Je ne comprenais pas, je ne voyais pas la logique. Je me sentais vraiment perdue. Donc, à la fin de cette mission, je vais revenir sur la slide d'avant. Oups, tac. Donc, à la fin de cette mission, j'aurais pu continuer dans l'assistance à maîtrise d'ouvrage telle que je voulais montrer, mais je voulais rester sur la partie où je voulais approfondir plutôt la partie où on testait. Je sentais vraiment que j'avais quelques lacunes et je voulais aller plus loin en fait dans cet apprentissage-là, parce qu'il faut savoir que tout était neuf pour moi en fait dans cette mission. Il n'y avait que la compta que je maîtrisais bien, mais sinon tout était neuf. Et donc j'ai intégré un premier centre d'homologation. Un centre d'homologation, en fait, ce sont de grandes équipes de consultants qui travaillent chez un client. Et ce sont des consultants qui ont pour mission de faire les tests fonctionnels de différentes applis, ou toutes les applis, selon ce qui a été négocié par le client, hein, mais en tout cas d'un périmètre d'application. Enfin, quand je dis application, c'est site internet, logiciel, ça peut même être des applications mobiles. Mais donc, tester tous ces éléments-là de façon continue. Donc, toutes les fois où il y a des évolutions, il y aura donc des tests à faire, on les confie à ces ressources. Donc là, on rentre purement dans le test logiciel. Donc, qu'est-ce que c'est le métier de la recette ou le métier des tests logiciels? En fait, ce sont toutes les activités qui sont mises en place pour déceler des bugs. Le but est de s'assurer que la livraison faite par les équipes techniques est bonne. Elle respecte la qualité attendue et surtout qu'elle correspond à ce que le client a demandé. Toujours pour revenir sur le schéma que j'avais tout à l'heure, donc l'équipe de recettes a son intervention qui est prévue et qui est placée juste après la livraison de l'incrément, désolée, j'utilise des termes techniques, j'essaye de faire une présentation light, mais parfois les termes techniques reviennent. Donc, juste après la livraison de la solution qui a été développée par l'équipe technique. Donc, c'est une position qui est relativement importante parce que c'est l'un des derniers maillons, c'est vraiment l'une des dernières étapes avant qu'on ne décide d'ouvrir les logiciels ou de mettre les logiciels en production ou de les ouvrir aux utilisateurs. Et concrètement, comment ça se passe? Donc, on reprend toujours le même schéma, hein. Un client a un besoin. Il le communique à sa maîtrise d'ouvrage, à son AMOA, qui va rédiger des spécifications fonctionnelles, comme on l'a vu tout à l'heure. Des spécifications fonctionnelles, spécifications techniques, spécifications générales. Mais on va rester très light, on va tout appeler spécifications. Ça sera plus simple. Donc, on prend ces spécifications-là, on les communique à l'équipe technique qui nous fabrique donc notre site internet, notre application, notre logiciel en version recette, en version brouillon, si on peut dire ça comme ça. Et en même temps, notre AMOA communique sa spécification à l'équipe de recette. L'équipe de recette, une fois qu'elle réceptionne ce document, elle se lance dans une phase de création de cas de test. Elle crée en fait un document qu'on va appeler un cahier de recettes. Un cahier de recettes, c'est un document qui recense tous les tests qu'on va passer, mais surtout tous les résultats qu'on est censé obtenir en accord en fait à ce qui a été écrit dans la spécification. Par exemple, ça veut dire si je clique sur le bouton, il faut qu'une nouvelle page s'ouvre ou il faut que, je ne sais pas, une pop-up s'ouvre ou quelque chose comme ça. Exactement. On transcrit la demande du client en test.
Et c'est littéralement ce qui doit être fait. Et surtout, donc, selon les méthodes de gestion de projet, quand on est en méthode cycle en V, on traduit les tests de façon, avec une granularité fine. Vraiment, on traduit les tests de pas à pas. Bon, je vous montre un exemple. Là, sur le côté, vous avez un exemple de cas de test. Donc, imaginons, dans la spécification, mon AMOA me dit donc, je veux pouvoir me connecter à mon espace personnel en utilisant mon email et mon mot de passe. Donc, moi, Suzanne, recetteuse. Donc, je me connecte sur les outils que j'utilise pour créer mes différents cahiers de recettes. Donc, j'utilise Squash et j'ai utilisé Squash et HPALM. Je me connecte dessus et je dis OK, très bien, je vais créer un test qui s'appellera test de connexion. Donc, bon, là, l'exemple que je vous ai mis, ça a été fait sur Word parce que ces outils, je les utilise chez le client et donc pour un souci de confidentialité, donc naturellement, je ne pouvais pas m'en servir pour cette présentation. Mais je rentre donc les différentes étapes une à une. Donc, tout d'abord, je dois me rendre sur le site Le Bon Coin, le site de recettes Le Bon Coin, c'est-à-dire le site qui a été mis en place pour que les équipes de test l'utilisent, travaillent dessus, font les tests. Donc, je me rends sur ce site et je dois, le résultat obtenu, obtenir l'ouverture de la page d'accueil. Donc, je renseigne se connecter sur Internet, renseigner dans la barre d'adresse www.recetteleboncoin.fr. Mon résultat obtenu, c'est l'ouverture du site Internet sur la page d'accueil. Ensuite, je veux pouvoir accéder à mon compte client. Mon compte client, dans ma spécification, il est dit qu'il y aura une icône en haut à droite qui va me permettre d'y accéder. Donc, je mets comme deuxième étape, cliquer sur l'icône qui représente le compte client. Et le résultat que je dois obtenir, c'est l'ouverture de ma page de connexion, où je dois renseigner des données. Très bien. Donc, étape numéro 3, donc, je renseigne mon email et mon mot de passe, puisque c'est comme ça que j'accède, d'après la spécification, à mon compte client. Et donc, le résultat obtenu, puisque c'était ce qui était décrit dans la spécification, c'est l'ouverture de l'espace client, l'espace abonné, avec toutes mes informations, avec la mise en page qui a été décrite dans la spécification. Donc, c'est comme ça que c'est censé fonctionner, toujours en accord avec ce qui a été décrit par mon AMOA et dans ma spécification. Maintenant, ma phase de test commence. Je me lance dans les tests. Je dis OK, très bien. Que se passe-t-il? Toujours, je déroule le premier pas de test que j'avais noté. Je vais sur le site recetteleboncoin.fr. Je clique, j'arrive sur la page d'accueil du site Internet. OK, mon résultat obtenu est équivalent à mon résultat attendu. Donc, ce pas de test, cette étape dans le test est OK. Ensuite, je m'en vais cliquer sur l'icône qui me permet d'accéder à l'espace client. Je clique dessus et effectivement, l'espace personnel s'ouvre. Très bien. Le résultat obtenu est toujours conforme au résultat attendu. C'est parfait. Puis, je renseigne mon identifiant, mon email, je renseigne le mot de passe que je sais être correct. Et là, manque de bol, ça ne marche pas. J'ai un message d'erreur. Donc là, ce pas de test, cette étape de test est fausse. Et lorsqu'on est dans ce cas de figure, on a ce qu'on appelle une anomalie. Et les anomalies sont saisies dans des outils particuliers qui s'appellent Jira et Mantis. Ce sont ce qu'on appelle des bug trackers. Donc là, c'est un aperçu très rapide de la façon dont on... de la façon dont on fait les cas de test, dont on les déroule, mais il y a beaucoup plus de choses qui se font tout autour du métier du test logiciel. Et lorsque j'ai intégré les centres d'homologation et que j'ai
eu à être formée et à monter en compétence sur ce domaine-là, j'ai compris pourquoi, quand j'avais été AMOA, j'étais pas à l'aise, je ne maîtrisais pas ce sujet. C'est parce qu'en fait, le métier du test logiciel, c'est un projet à part entière, en fait. Parce qu'il y a toute une méthodologie pour rédiger les cas de test, pour dérouler les cas de test. Et quand on obtient une anomalie, un résultat qui est différent de ce qu'on doit obtenir, il y a une méthodologie aussi pour créer ces anomalies. Et tous ces éléments-là, je ne les avais pas quand j'étais AMOA. On m'a juste expliqué dans les grandes lignes, mais je n'avais pas cela. Et en plus de ça, il y a tout un fonctionnement aussi qui doit être fait, tout un rodage qui doit être fait avec la MOE, puis notre client qui est notre AMOA, et donc toute une synergie qui doit être mise en place et tout un fonctionnement en fait qui doit, qu'on doit travailler pour permettre à cette phase de recette de se dérouler de la façon la plus fluide et la plus limpide que ce soit. Donc cette expérience, dans les différents centres d'homologation, je retourne en arrière parce que j'ai été dans 2 centres d'homologation. Le premier en assurance, mais ça a été très rapide. Et le deuxième centre d'homologation, c'est lorsque j'ai été dans le domaine du transport où j'ai été chef de projet recette. Là, par contre, j'ai passé plus de temps sur ce projet et j'ai eu à progresser, à évoluer dans le centre d'homologation. Je suis arrivée avec juste une petite expérience de 2 mois dans le précédent centre d'homologation où j'avais juste pu appréhender rapidement le sujet du test fonctionnel. Et là, dans ce contexte, on m'a formée, on m'a encadrée, on m'a montré comment ça marche. Et progressivement, j'avais de plus en plus d'applications dans mon périmètre. Et vers la fin de mon intervention, en tout cas quand je partais de ce projet, j'étais chef de projet recette. Donc, ce qu'on appelait dans mon centre d'homologation, j'étais référente de domaine fonctionnel. J'avais 15 outils dans mon périmètre. C'était des sites internet, des web services, des applications. J'encadrais une équipe allant de 5 à 7 personnes. Je faisais le planning, je formais les ressources, je m'assurais d'avoir toujours des guides et des modes opératoires à jour par rapport des modes opératoires par rapport aux différentes évolutions. Parce que quand on est dans un centre d'homologation, comme j'expliquais tout à l'heure, on nous confie des recettes sur, imaginons, voilà, on a le Bon Coin qui nous confie ses recettes. Donc, je peux faire un mode opératoire à l'instant T, mais 6 mois après, il n'est plus valable en fait, puisqu'on a eu plusieurs évolutions qui sont rentrées. Le site a évolué, de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées, et par conséquent, il faut garder ces modes opératoires à jour, parce que ça fait partie de tous ces process en fait qui permettent à un centre d'homologation de tourner. Je vais peut-être te poser quelques questions avant qu'on continue. Il y en a quelques-unes sur le Slido. Mais j'en ai déjà une première sur cette évolution que tu es en train de nous décrire. Ça a pris combien de temps de passer de membre d'une équipe à référente de l'équipe? Je crois que ça s'est fait au bout de 2 ans de mémoire. Je crois que ça s'est fait au bout de 2 ans. Ouais. Ok. Une autre question qui t'est posée, c'est pourquoi choisir les SS2I en fait? Quel point positif, négatif tu aurais à partager sur ces entreprises? Ah là là. Alors, pourquoi choisir une SS2I? Alors, les SS2I, bon, il y en a plusieurs. Des SS2I de taille moyenne ou des SS2I de grande taille. Mais pour moi, quand on veut être dans l'informatique, il est préférable d'être en SS2I parce que c'est leur cœur de métier, c'est leur domaine. Et je pense que je n'aurais pas pu, je ne suis pas sûre, mais je pense que je n'aurais pas pu arriver à là où je suis si je n'étais pas passée en SS2I. Parce que quand on est employé, on reste toujours dans son domaine, en fait. Imaginons, j'ai été recrutée par Le Bon Coin, je ne connaîtrais que l'outil du Bon Coin. Je ne saurais pas travailler sur l'outil qui a été mis en place par Facebook ou celui par le ministère, etc., etc. Et les SS2I permettent ça, en fait. Elles permettent de pouvoir toucher à une multitude de clients.
de travailler sur des multitudes de technos et surtout de rester à la page de ce qui se fait. Parce que il y a quelques années, on codait en COBOL. Au jour d'aujourd'hui, je suis sûre que quand on dit COBOL à certaines personnes qui sortent d'école, voilà, c'est comme si on leur parle d'un dinosaure, ça ne s'utilise plus. Et l'informatique est en perpétuel changement et les SS2I, elles permettent en fait de rester à la page. Et elles ont aussi, certaines sont des centres de formation et donc elles ont dans leur entreprise des petits centres de formation en fait qui permettent d'apprendre une nouvelle méthode de gestion de projet, de pouvoir apprendre à faire de la modélisation UML, pardon, ou une nouvelle techno, etc. Voilà. Une autre question qui t'avait été posée, c'était... alors, il y en a une qui vient juste d'arriver, ça tombe bien. Comment s'est faite la transition de contrôleur financier à AMOA? Quelles sont les compétences tech nécessaires? Alors, je retourne en arrière sur ma slide. Ma transition, en fait, ce qui m'a permis de faire ma transition, c'est parce que je venais du métier de l'assurance et je maîtrisais la compta. Donc, comme j'expliquais, c'est un client qui avait besoin d'une personne qui connaissait la compta. C'est vrai que j'ai oublié de vous présenter le contexte client. Donc, le client avait un logiciel, disons, c'était une banque, enfin une compagnie d'assurance avec un logiciel qui ne prenait que les assurances de personnes. Il ne pouvait pas, avec son logiciel en état actuel, faire des assurances auto, des assurances habitation ou assurances professionnelles. Et il a décidé qu'il allait faire évoluer ce logiciel pour prendre ce genre de produit. Sauf que à chaque transaction financière, il faut avoir le compte comptable dans lequel ça doit être enregistré. Et il pouvait avoir un consultant qui lui explique, qui lui dit « Ok, on va te formaliser le logiciel de cette façon », mais tous les consultants étaient limités parce qu'à un moment, personne ne pouvait lui dire « Ok, donc quand les fonds arriveront, on enregistre au débit de tel compte et on créditera tel compte. Et à la date de clôture, on créditera ce compte, enfin du moins on débitera ce compte pour créditer l'autre et ça soldera ses opérations. » Donc, on va dire, ma chance, c'était que je pouvais répondre à ce genre de questions et je venais de l'assurance, donc je comprenais plus ou moins ce mode de fonctionnement. Et par contre, des compétences techniques, je n'en avais pas. Donc, si je peux dire Word, Excel, PowerPoint, c'était mes compétences techniques à ce moment-là. Parce que toutes les AMOA ne sont pas vouées à être techniques. Moi, je suis une AMOA fonctionnelle. Je ne sais pas coder. Je sais faire quelques requêtes SQL. Mais voilà, on n'a pas besoin d'être forcément techos. C'est vrai que c'est une image qui a été longtemps véhiculée auprès des consultants, mais non. On peut être un fonctionnel et avoir une carrière en SS2I et intervenir sur des projets, en fait. Voilà. 2 dernières questions et après, je te laisse continuer. Il y en a une, à un moment, tu as parlé du cycle en V. Oui. Et quelqu'un te demandait ce que c'était. Donc, on a déjà eu une première réponse qui a été donnée, si je ne dis pas de bêtises. C'était par... Attends, excuse-moi, j'ai un peu de mal... C'était par Sidi, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'était Sidi qui a commencé à parler du coup de la nuance entre cycle en V et méthode agile. Donc, si tu peux en dire un tout petit mot pour expliquer. Le cycle en V et la méthode agile, ce sont 2 méthodes de gestion de projet. Le cycle en V, en fait, c'est une méthode de développement où, je vais faire simple, on part du cadrage, on part d'une étude préalable, étude d'opportunité, étude de faisabilité. Après, on décide de lancer le projet ou pas. Une fois qu'on le lance, on rentre dans une phase de cadrage. Après, je vais essayer de vous décrire le V. On rentre dans une phase de cadrage. Après, on rentre dans une phase de développement. Après, on rentre dans une phase de recette. Après, on rentre dans une phase de déploiement. Et c'est littéralement, c'est vu en V. Et le problème, ce qu'on reproche au cycle en V, c'est que ce n'est qu'à la fin, une fois qu'on arrive en recette, que le client voit ce qu'il a demandé, voit le produit qui a été fait. Et souvent, ça ne correspond pas à la demande du client. Donc,
c'est pour ça qu'on a mis en place d'autres méthodes de gestion de projet, telles que les méthodes de gestion de projet agiles. Ça permet de coder, développer des petits bouts, des petits incréments du logiciel. On montre au client, on lui dit, tenez, regardez, est-ce que ça correspond à ce que vous attendiez pour l'espace personnel? L'espace personnel, la connexion. Il essaye, ça lui convient, ok, très bien. Donc, on continue à coder. Et cette fois-ci, on va lui permettre de voir la saisie des annonces en favori. On lui livre, il regarde, ça lui convient, très bien, on continue de coder. Donc, on code des petits bouts, des petits bouts, des petits bouts, jusqu'à récupérer, enfin du moins jusqu'à avoir un produit final. Et ça permet de garantir la satisfaction du client au lieu d'attendre l'effet tunnel que fait le cycle en V. Et la dernière question, c'était autour du métier d'AMOA, en disant en fait AMOA ou PO. Est-ce que c'est le même métier? Est-ce que ça se ressemble ou pas du tout? Oui, en fait, PO, c'est le terme qui est utilisé quand on fait la méthode, quand on utilise la méthode agile. Ça s'appelle, enfin, PO veut dire Product Owner, et enfin, techniquement propriétaire de produit, mais c'est celui qui gère toutes les spécifications et qui ensuite va, en accord avec la MOE, s'entendre sur, OK, donc, enfin, en méthode agile, il faut savoir qu'on a des... Enfin, la MOE travaille par, c'est ce qu'on appelle sprint. Je suis désolée, je vais utiliser des termes un peu techniques. Non, Donc, mais du coup, c'est intéressant, ça veut dire qu'il faut peut-être qu'on fasse ouais, un événement autour du métier de PO, de peut-être product owner, product ouais. manager, des choses comme ça. Mais Oui, voilà, parce que sinon, je vais rentrer dans du technique. Et je sais une bonne partie des personnes, enfin, de l'audimat de ce soir ne sont pas dans enfin, ne sont pas du métier et je n'ai pas envie de vous perdre. Mais en gros, le product owner gère les spécifications et en collaboration avec la MOE pour s'assurer de la bonne prise en compte, en fait, de ce qui a été mis dans la spécification, voilà, dans les grandes lignes. Donc, ça ressemble à la MOA. il y a encore quelques questions qui arrivent, mais je pense qu'on y répondra par la suite pour te laisser quand même le temps de nous raconter ce que tu Oui, avais en tête. Donc là, tu nous as parlé du métier de test logiciel, tout à fait. des équipes techniques qui font le boulot, du métier d'AMOA en lien avec la MOE. Et là, du coup, tu vas nous parler plutôt de la partie automatisation de ces tests. Tout à fait. Parce que les tests que je vous ai montrés, ce sont des tests manuels. Et quand je me rappelle, quand j'avais été en centre d'homologation, il y avait une inquiétude qui circulait tout le temps. C'était, ben oui, dans quelques années, on n'aura plus d'emploi. On est à l'ère de l'intelligence artificielle. Les robots remplacent les êtres humains. Tout va être automatisé. On va tous se retrouver au chômage. Mais en fait, ce soir, je vais vous partager mon point de vue sur les tests automatisés et, vous rassurer sur ce point-là. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est un test automatisé? Un test automatisé, c'est, comme son nom l'indique, un test qui est fait tout seul. En gros, c'est un programme, un robot, un automate qui récupère des scripts. En gros, on prend l'application, on découpe, enfin, on prend les cas de test basés sur l'application qu'on découpe en script, pardon, et on fait tourner l'automate pour qu'il vérifie. Et l'automate le fait en toute autonomie. Donc, voici ce que c'est en fait un test automatisé, hein. Par contre, même si les promesses sont très belles, ça ne peut s'appliquer qu'à une partie, des tests, en fait. Ça offre un gain de temps, c'est sûr, parce que c'est un robot qui peut tourner jour et nuit, et même le week-end, chose qu'on ne peut pas encore faire, nous, êtres humains. On peut finalement réduire le nombre de personnes qu'on met sur des projets, parce que on fait tourner des robots, on peut remplacer les machines par les êtres humains, et surtout, le risque d'erreur est moindre, enfin, est censé être moindre, parce que voilà, c'est un robot, les erreurs humaines, on en a souvent entendu parler, et là, finalement, non. Le robot tourne correctement et fait le travail. Mais il faut savoir que mettre en place un projet d'automatisation, ça coûte cher, parce qu'il faut un gros investissement de départ. Il faut la machine, enfin là où les machines.
il faut faire un audit en fait de tous les logiciels, sites internet, etc. Parce que tout n'est pas forcément automatisable. Et de toute façon, pour faire cet audit, il faut faire venir un automaticien. Et je me rappelle sur le projet où j'étais, enfin l'un des centres d'homologation où j'étais, la facturation de l'automaticien était à peu près 50% plus chère que notre facturation à nous, consultants recettes. Donc, compter ces jours d'intervention. Suite à cela, il faut donc prendre le temps de découper tous les cas de test en script, mettre en place, avoir l'outil aussi qui permette d'automatiser ces vérifications. Et après, il faut qu'il y ait une maintenance du robot aussi. Parce que certes, il va tourner tout seul, mais il faut s'assurer qu'il soit à jour parce que on fait aussi évoluer nos logiciels aussi. Donc, il y a ce problème-là. Et le retour sur investissement de ce genre sur ce genre de projet, on l'a au bout de la 6e ou 7e itération de recette. Donc, c'est au bout de la 6e ou 7e fois qu'on fait des tests automatisés qu'on dit « OK, à partir de maintenant, on récupère notre mise ». Donc, vous voyez, ça prend déjà beaucoup de temps. Et l'automatisation ne se fait pas sur tous les projets. Techniquement, si c'est une application qui est utilisée par 10 personnes juste en période de clôture, on n'automatise pas. Hein. Ça va coûter trop cher pour ce que c'est. Et dernier point, l'automatisation ne peut être faite que sur des tests de non-régression. Les tests de non-régression, ce sont des tests qu'on fait à la fin de la période de recette. Donc, vous savez, on prend toute une période sur un projet pour vérifier l'outil. Et vers la fin de cette période, on dit très bien, on a vérifié ce qu'on nous a livré de nouveau. Maintenant, on va vérifier ce qu'on nous a dit, ce qu'on sait que ça marchait correctement. Donc, on va vérifier, par exemple, pour le cas du Bon Coin, même si je sais que ma MOE n'a fait des développements que sur l'espace personnel, mais je vais quand même m'assurer que je peux toujours créer une annonce, que je peux toujours rajouter les photos comme je le faisais, que je peux toujours mettre un numéro de téléphone. Donc, c'est ça des tests de non-régression. Donc, l'automatisation ne peut agir que sur ce genre de périmètre parce que ce sont des périmètres qui ne bougent pas. À partir du moment où on l'a découpé en script, on ne peut pas s'amuser à le faire bouger tout le temps parce que sinon, on va aussi devoir refaire les scripts. Donc, vous voyez que finalement, certes, l'automatisation est un enjeu. Certes, l'automatisation, c'est très intéressant pour les entreprises, mais on a encore besoin de consultants comme nous parce que rien ne remplace notre expertise. Donc, dans le métier du test, il faut savoir que nous ne sommes pas que des presse-boutons. Hein. Moi, quand je faisais ma recette métier, parfois, je pouvais remonter des pistes d'amélioration à la MOA parce que ça fait 3, 4 jours, 5 jours que je suis dessus, donc je maîtrise bien l'outil. Et puis, je peux trouver que, je fais trop de clics pour arriver à cette étape. Habituellement, en tant qu'utilisateur d'autres logiciels ou d'autres applis, j'arrive plus facilement à cette fonctionnalité. Donc, je pouvais remonter ce genre de pistes d'amélioration pour qu'elles soient intégrées dans les prochaines campagnes d'évolution, en fait. Et aussi, une fois, c'est une anecdote, j'avais une recette que je devais faire. Je me rappellerai toujours parce que ça m'a marqué. J'avais une recette que je devais faire. C'était sur 4 jours. Une évolution sur un outil qui était relativement stable. Donc, j'ai fait mes tests sur l'évolution. J'ai fait mes tests de non-régression. Et je faisais des points quotidiens avec le client. Donc, je remontais mes anomalies. La plupart des anomalies, c'est ce qu'on appelle des anomalies mineures. Ça n'empêchait pas du tout le fonctionnement du site et ça pouvait être corrigé très rapidement. Donc, tout le monde était confiant, tout le monde était content. Le 4e jour, vers 15h, j'avais fini tout ce que j'avais à faire. Puis, je me dis, bon, tu sais quoi, fais plus de non-régression parce qu'après tout, tu as testé l'évolution, tu as testé tout ce que tu devais faire.
Donc là, je reprends un périmètre de non-régression beaucoup plus grand et je repasse mes tests. Je les repasse et puis tout d'un coup, là, j'ai un bug sur une fonctionnalité qui a toujours marché. J'avais peut-être fait 4 ou 5 campagnes de recettes sur cette application et ça avait toujours marché. Je me dis, c'est bizarre. Même ce message d'erreur, je ne le reconnais pas. Je reteste, pareil. Une troisième fois, même bug. Bon, je préviens mon AMOA qui teste et voit le même problème. Je me dis, mais attends, c'est pas possible. Elle prévient l'équipe technique. La MOE aussi, pareil. Et là, c'était branle-bas de combat. En 10 minutes, on a monté un point et on était tous là en partage d'écran et on teste, on reteste et bug. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Non, hein, on ne va pas en production. On ne peut pas mettre cette application à la disposition des utilisateurs parce qu'en fait, on a ce qu'on appelle une régression. Une fonctionnalité qui a toujours fonctionné, ne marche plus aujourd'hui parce que peut-être qu'il y a une ligne de code qui a sauté ou bon, je n'ai pas eu le fin mot de l'histoire, mais quelque chose n'a plus fonctionné, je devrais dire, et on a ce qu'on appelle une régression. Et ça, un automate ne peut pas le faire. Un automate ne se dit pas, tiens, j'ai fini ma non-régression, tiens, je vais récupérer d'autres scripts. Non, c'est une machine, c'est bête et méchant, ça fait ce qu'on lui demande et ça s'arrête là. Donc, voilà ce que je voulais dire pour cette inquiétude, en tout cas, par rapport à l'automatisation et la recette manuelle. Mais si je veux ajouter quelque chose, si vous avez cette compétence, si vous avez des compétences techniques et vous rajoutez cette corde à votre arc, pour moi, c'est un excellent atout. Si vous ne l'avez pas, c'est très bien aussi, hein. Je ne sais pas automatiser, comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas du tout technique. Mais voilà, j'interviens sur des projets. Mais si vous avez une appétence pour le code et que vous avez de solides connaissances dans le développement, moi, je vous dis, lancez-vous et vous aurez… pour moi, vous donnez plus de chances, en fait. Voilà. Alors, avant qu'on passe à la prochaine partie, qui va être celle qui va intéresser, je pense, le plus tout le monde sur la partie formation, reconversion, Ouais. on a une question de Ibrahima, en plus, je crois que c'est notre frère, qui dit d'un point de vue pratique, quels sont les problèmes les plus récurrents que tu as pu rencontrer? En fait, les problèmes les plus récurrents, c'est compliqué de pouvoir lisser en fait tous les problèmes parce que chaque application était différente. Chaque application avait son mode de fonctionnement. Et autant je peux dire, et puis j'ai travaillé sur beaucoup de logiciels. J'ai travaillé sur un logiciel où on avait des images satellites, d'autres c'était des applications. Donc c'est compliqué en fait de donner une typologie d'anomalie. Mais souvent, celles qui reviennent tout le temps, souvent c'est dans des fautes d'orthographe. Donc des petites corrections mineures. Et quoi d'autre? Je réfléchis, mais là… Sinon, j'ai une question que je viens d'avoir en tête, justement. Tu disais que le métier de testeur informatique n'était pas forcément mis en péril à cause des… Enfin, de testeur logiciel n'est pas mis en péril à cause des tests automatiques. Mais si on se dit que les développeurs s'améliorent dans leur métier, qu'on a des 10x développeurs partout, est-ce qu'on aura encore besoin de faire des tests s'ils sont juste meilleurs dans leur travail? Tu sais ce que j'ai appris, moi, en compta? Non, surtout en contrôle interne. Celui qui paye n'est pas celui qui vérifie. Donc, si vous laissez les développeurs coder l'outil, tester et vous dire que tout marche, après, vous allez régler des anomalies en prod. Moi, c'est tout ce que je peux dire. C'est vrai que souvent, les entreprises ont tendance à vouloir rogner sur le coup. Le métier de la recette n'a pas eu bonne presse pendant un bon bout de temps. Ça a même été assez, je ne vais pas dire dévalorisé, mais souvent, on se dit « Oh, ça ne sert à rien. Bon, c'est bon, il y a eu déjà X cerveaux qui ont réfléchi dessus, donc c'est bon. » Mais pour moi, c'est du bon sens. Si je dis à quelqu'un « Construis-moi une maison », je vais bien vérifier que mes fenêtres ferment, que mes portes ferment, l'eau coule bien à travers le robinet et que je n'ai pas de fuite. Donc, si on laisse le développeur faire son travail, vérifier lui-même et que personne ne passe derrière, pour moi, bon, bref, c'est mon point de vue, voilà. C'est mon point de vue. Et je crois que ça m'est resté de la compta, en fait, et de l'audit. Donc, voilà. Ok. Bon, je pense que tu veux passer à la dernière partie. Les développeurs se plaignent dans le chat. Tu dis ?
Les développeurs se plaignent dans le chat, mais c'est pas S'il grave. te Tu peux continuer. plaît. Non, mais je n'ai rien contre vous, les développeurs. Je ne dis pas que vous ne faites pas correctement votre travail, mais il faut un regard neuf sur l'outil. Ce n'est pas pour rien aussi que les AMOA peuvent tester. Hein. Moi, j'ai fait de la recette. Là, je suis AMOA, il m'arrive de faire de la recette encore. Mais quand on a un regard neuf sur l'outil, on est plus à même de déceler des choses. Quand j'étais en recette fonctionnelle, je pouvais remonter des trous de spec. Un trou de spec, c'est-à-dire, un trou de spec, c'est un vide qui a été laissé dans la façon dont on a rédigé la spécification. En gros, la personne qui fait la recette se retrouve à se mettre à interpréter, alors qu'elle ne doit pas interpréter. Elle doit comprendre ce qui a été écrit et appliquer à la lettre. Et à partir du moment où on permet de l'interprétation, il y a aussi, pour moi, un risque d'erreur. Et ce genre de choses, on ne peut pas, si on a écrit sa spec, je pense qu'on n'a pas assez de recul pour pouvoir se rendre compte qu'il y a des trous de spec. Et la recette, elle est là pour nous aider à améliorer sur ce genre de choses. Donc, Et pour donner un exemple, peut-être, le trou de spec, ça serait de dire dans l'espace client, on peut aussi retrouver ses favoris. Et là, toi, tu te dis, en fait, il y a écrit favori nulle part dans les specs. Où est-ce qu'on a dit qu'on pouvait mettre quelque chose en favori? Et c'est le genre de problème qu'on peut avoir. Oui, voilà, c'est ça. Ça peut être... attends, que j'essaie de trouver un exemple, mais ça peut être un cas où on dit je cherche. Bon, ça va me revenir. Je retrouve un cas où j'ai déjà vécu un trou de spec et je vous le redirai. Donc, on va parler de reconversion. C'est le sujet, je sais, qui amène beaucoup de personnes aujourd'hui. Donc, comment peut-on faire pour entrer dans le domaine de la recette fonctionnelle? Je vous partage deux points de vue par rapport à ce que j'ai vécu et ce que j'ai vu aussi quand j'étais en centre d'homologation. Donc, pour moi, c'est la partie exploiter les acquis. C'est comme ça que j'ai pu rentrer dans le métier de la recette fonctionnelle. Donc, le fait que je maîtrise la compta, le fait que je connaisse le secteur de l'assurance, ça fait que mon commercial, quand il est venu me voir, il m'a dit très bien, Suzanne, ok, bon, tu connais pas le projet, tu connais pas la recette, bon, très bien, on te met quand même sur un projet, on te formera, mais tu as une expertise, tu pourras après très bien évoluer dans ce projet-là. Sinon, il y a l'autre voie, c'est la voie de la formation. Quand j'étais en centre d'homologation, le dernier centre d'homologation où j'étais, celui où j'ai travaillé dans le domaine du transport, j'ai vu que beaucoup de mes collègues avaient été en fait diplômés, étaient sortis d'organismes de reconversion. Je vous ai mis là le nom de ces organismes, FITEC et EQL. L'avantage de ces organismes, c'est qu'on a un contrat de travail qui est signé avant de rentrer en formation. Donc, en gros, on va se former et on sait que notre emploi nous attend juste après. Et je pense que EQL fait des formations plus longues que la FITEC. Mais l'un dans l'autre, ils forment à la recette fonctionnelle. Et je crois même qu'ils ont aussi des formations pour être assistant à maîtrise d'ouvrage. On peut même faire de l'automatisation. On va parler salaire. Je pense que le salaire d'entrée est relativement bas par rapport au métier parce qu'il est situé entre 27 et 30 K au grand maximum. Mais je connais une amie qui est passée par là et elle a fait un an avec la boîte avec laquelle elle avait signé avant de rentrer en formation. À la fin de sa formation, elle a démissionné. Je pense qu'elle était à 29, puis elle est passée à 37, 38. En tout cas, aujourd'hui, elle a 47 K. Et quand elle a regardé les offres sur le marché, elle aurait pu être aux alentours de 50, voire plus. Mais elle a préféré garder son emploi, vu le contexte actuel de la crise. Donc, il y a ces organismes-là qui permettent de se former, de se reconvertir. Sinon, il y a une certification qui valide le métier de la recette. Et ça s'appelle ISTQB. Cette certification, quand on l'a, et ça veut dire qu'on maîtrise réellement la méthodo et tout ce qui encadre en fait le métier de la recette. Et
pouvez avoir plus d'informations sur le site Comité français des tests logiciels. Là-dessus, vous pouvez voir les organismes qui forment. Et je pense qu'on peut le passer en candidature libre et ne payer que l'inscription à l'organisation, l'inscription au diplôme, pardon, à la certification. Donc, je pense que c'est possible. Je ne suis pas sûre. Je pense que c'est possible. Il faut vous renseigner. Et donc, toutes les personnes qui ont travaillé avant 2014, vous avez des heures de diff qu'il faut finir avant le 31 décembre de cette année. Donc, ça peut être aussi un bon moyen d'utiliser ces heures de diff. Ou sinon… Juste pour préciser ce que Oui. c'est, les heures de diff sont Ah oui. sur votre compte formation, en fait. C'est-à-dire que si vous avez travaillé avant 2014, votre employeur a cotisé, a payé pour que vous puissiez vous former et donc aller y jeter un œil et vous avez peut-être de l'argent qui traîne que vous pouvez utiliser pour vous former. Voilà. Donc, il y a ce qu'on appelle le compte formation, mais je pense qu'après 2014, c'est de l'argent, mais avant 2014, c'était des heures. L'employeur cumulait des heures. Et votre nombre d'heures, vous le retrouverez sur le bulletin de salaire, soit du 31 décembre 2014 ou du 1er janvier 2015. Vous retrouverez le nombre d'heures que l'employeur avait cotisé pour vous et vous pouvez le transformer en montant financier dans votre compte personnel de formation. Par contre, vous devez l'utiliser absolument avant le 31 décembre 2020. Sinon, c'est perdu. Donc, vous pourrez en profiter pour regarder pour une certification ESTQB. Et dernier point, ce qui a été mon cas pour moi, c'est intégrer un centre d'homologation. La plupart des SS2I ont ce mode de fonctionnement. Mais comme j'expliquais, un centre d'homologation, c'est une très grande équipe qui recense jusqu'à 10, 20, peut-être même 30 consultants qui sont spécialisés en recettes métiers. Enfin, ça peut être de la recette manuelle, de l'automatisation ou même des tests un peu plus poussés. Et l'avantage du centre d'homologation, c'est que vous pouvez venir sans avoir les bonnes pratiques et on vous forme en fait. On vous forme, on vous montre la méthodologie pour tester, vous connaîtrez les bonnes pratiques. Vous êtes accompagné, vous êtes encadré et vous êtes entouré de consultants comme vous en fait. Donc, il y a moins cette pression d'être en frontal avec le client, de ne pas forcément maîtriser son sujet, mais de toujours délivrer en fait, de toujours produire et apporter de la valeur. Donc, moi, personnellement, cette expérience en centre d'homologation m'a énormément servi. C'est là que j'ai pu donc découvrir le métier du test logiciel. J'ai évolué, comme je disais, j'ai encadré des personnes, j'ai même appris, j'ai même été certifiée Scrum en fait, parce que j'ai passé d'autres formations quand j'étais en centre d'homologation. Et c'est l'avantage des SS2I finalement. Comme je vous disais, elles ont des centres de formation en interne. Et ça m'a permis, à la fin de cette mission, lorsque je voulais changer d'emploi, de rebondir et de rester dans l'IT, parce que c'était un domaine qui m'intéressait. J'avais envie de continuer là-dedans. Et quand j'ai cherché un emploi, j'étais légitime en fait. J'étais légitime, je maîtrisais mon domaine, je maîtrisais mon métier. Et en gros, contrairement à quand j'étais plus jeune et que je cherchais un emploi, je ne devais pas prouver que je connaissais. Là, on voyait mon CV, on savait que je maîtrisais. On me posait juste 2-3 questions pour la forme, mais on savait que je maîtrisais et que je connaissais. Donc, une des pistes, si vous avez l'opportunité, en tout cas, d'être recruté par des SS2I et l'opportunité de rejoindre un centre d'homologation, moi, je vous dirais, saisissez-la, parce que vous en sortirez grandi. Et actuellement, je fais juste un petit aparté. Donc, il faut savoir que dans le plan de relance actuel, on a investi 7 milliards d'euros dans le numérique. Donc, vous avez vu l'enjeu, en fait, déjà, l'enjeu actuel qu'il y a pour beaucoup de commerçants, beaucoup de structures à être visibles sur Internet, parce qu'on s'est retrouvés tous confinés et d'ailleurs, le gouvernement l'a dit, ils vont accompagner toutes ces PME, toutes ces entreprises, tous ces commerçants à passer le cap du numérique. Logiquement, on aura besoin de personnes pour faire de la recette. Parce qu'à partir du moment où on implémente un logiciel, normalement, on est censé le tester.
et on est censé s'assurer que tout fonctionne. Donc, pour moi, il y aura de la demande. Et il y a encore, comme je disais, de beaux jours pour les tests manuels et puis bon, aussi pour les tests automatisés, mais on a tous notre place dans ce domaine-là. Donc, voilà ce que j'avais à dire pour la partie reconversion. Et pour finir, donc, je vais vous donner quelques, comme je les appelais, ressources utiles. Donc, ce sont des sites que vous pouvez consulter ou des liens, des groupes à suivre. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, le Comité français des tests logiciels, pour rester à jour, connaître l'actualité, vous renseigner, savoir ce qui se fait actuellement, assister à quelques webinaires, utiliser les réseaux sociaux aussi. Sur LinkedIn, il y a un groupe qui s'appelle, comme je l'ai mis, attendez, je déplace, Paris Test Conf. Ou sinon, j'ai découvert aussi une initiative d'une association qui s'appelle 10 000 codeurs. Donc, son objectif est de former, elle est très orientée pour l'Afrique, mais son objectif est de former la jeunesse africaine et de mettre en place des cursus qui vont leur permettre de faire une reconversion, rentrer dans le métier de développeur. Je sais que prochainement, ils veulent mettre en place une formation pour faire du test logiciel. Donc, il suffit juste d'aller sur les réseaux sociaux et il y a des initiatives qui se forment. Comme tout à l'heure aussi, Nakima l'a expliqué, elle aussi, j'ai vu qu'elle forme des femmes pour leur permettre, des femmes immigrées, pour leur permettre de rentrer et aborder le cap du numérique, en fait. Plein de choses se font. Soyez sur les réseaux sociaux, renseignez-vous et vous pourrez découvrir, en fait, ce qui se fait et surtout trouver cette formation ou ce sujet qui va vous plaire. Je vous ai mis aussi le site Glassdoor. Donc, c'est un site qui est très intéressant à consulter parce que ça donne des informations sur votre futur employeur et surtout sur la fourchette des salaires. Donc, je pense que c'est non négligeable. Je ne l'avais pas au moment où je changeais d'emploi et c'est toujours une fois qu'on a trouvé qu'on nous dit ce dont on avait besoin quand on cherchait. Mais voilà, je vous le donne parce que je pense que ça peut réellement faire la différence parce que quand SS2I, tous les salaires sont négociés. Même si on nous dit que on a des grilles, etc., tout se fait à la négociation et au besoin, clairement. Donc, quand on connaît ce à quoi on peut prétendre, on négocie mieux. Et enfin, une dernière information, je pense, qui peut vous être utile. Transition Pro, anciennement Fonds Gestif, peut financer jusqu'à 10 000 € les formations en reconversion, donc sous condition. Il faudrait donc les contacter pour savoir. Mais ce que j'ai retenu, c'est que si votre formation, elle est éligible au DIF et que c'est une vraie reconversion, que vous changez de code ROM, c'est-à-dire que vous passez, imaginons, d'un emploi où vous étiez assistante RH à consultant recettes, là, il y a un vrai changement de code ROM. Vous êtes plus ou moins éligible à ce dispositif. Après, il y a d'autres conditions en interne qu'ils utilisent pour classifier les dossiers. Mais je pense que c'est très intéressant parce que potentiellement, vous pouvez vous faire financer une certification ou d'autres choses, en fait. Ou, comme je disais, l'ISTQB, une certification pour vous permettre de découvrir une techno, etc. Donc, voilà. Voilà pour moi. Je pense avoir tout dit dans ce domaine. On ne t'entend pas. J'étais en train d'applaudir. Merci. Après, je peux donner d'autres conseils plus globaux. Oui, tu as pas mal de questions. Voilà, je terminerai d'abord des questions et puis je donnerai des conseils plus globaux quand on cherche à se reconvertir. Une question de Alioun, qui a un profil comme le tien, qui dit « Je suis actuellement auditeur dans une banque en Suisse, ce qui m'a poussé à participer donc à cet atelier. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les qualités que tu as retenues du métier d'auditeur et qui sont transposables au métier que tu as maintenant ?» Alioun, il faut savoir poser des questions. Je pense qu'en audit, on le fait. Et en plus, l'AMOA, c'est plus cool, en fait. En audit, on ne nous aime pas trop parce qu'on vient creuser, chercher la petite bête. Mais là, en AMOA, on est plus là pour aider. Donc, il faut savoir poser des questions, avoir une capacité à se mettre rapidement dans la peau du client,
comprendre, comment on appelle ça, son domaine fonctionnel, comprendre le métier, avoir des capacités rédactionnelles, parce que quand on tient des ateliers, on rédige beaucoup de comptes rendus de réunions. Donc, il faut savoir synthétiser, aller à l'essentiel, retenir aussi ce qui est important. Et à part ça, il faut aussi avoir des qualités humaines. Parce que, comme je vous le montrais, l'AMOA est au centre. On dialogue avec le client. Il y a aussi, je n'ai pas représenté, mais les parties prenantes, il y a plein d'autres personnes qui gravitent autour du projet. On est aussi en contact avec elles. Donc, il faut avoir parfois de la diplomatie, arriver à embarquer des personnes. Souvent, ce sont des personnes qui ne sont pas pur projet. Donc, elles sont ce qu'on appelle métier. Elles ont leur travail, en fait. Elles ont des choses à faire. Et parfois, on les sollicite pour venir nous aider sur le projet. Donc, il faut cette pugnacité, mais qui doit aussi être mêlée avec de la diplomatie pour arriver à les garder toujours sous notre, je vais pas dire sous le coude, mais en tout cas, dans notre projet et garder cette envie de nous aider. Donc, voilà ce que je dirais pour le métier d'AMOA. Après, pour tout ce qui est test logiciel, etc., la rigueur. Il faut beaucoup de rigueur. Réellement, ça, pour moi, c'est le minimum. Sans rigueur, dans le métier de la recette fonctionnelle, non, c'est la cata. Et après, moi, je pense que pour la plupart, on a tous un cerveau bien fait. Et on a aussi cette envie, vous le verrez quand vous rentrez dans le conseil, on a cette envie d'apporter de la valeur pour le client. Et donc, pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, hein. Si vous savez bien travailler dans votre métier actuel, vous saurez bien travailler en fait dans le conseil. Il faut juste comprendre qu'on est là pour apporter de la valeur au client et vous le ferez correctement en fait. Merci pour cette réponse. Il y a 2 autres questions qui se ressemblent un peu, donc je vais faire un mix. C'est surtout des questions sur le background des personnes avec lesquelles tu as pu travailler. Typiquement, on demande si un parcours marketing digital et communication, ça ne limite pas un peu, les chances de reconversion? Parce que cette personne dit qu'elle avait postulé chez MC2I et n'avait pas été retenue. Oui, Et l'autre question, c'est aussi sur le background avec des gens qui auraient peut-être fait des masters en management des systèmes d'information. d'accord. Bah, honnêtement, moi, je ne pense pas que ce soit le background qui a fait qu'on ne vous ait pas pris. Parce que quand j'étais en centre d'homologation, quand j'ai vu certaines personnes qui ont rejoint l'équipe, certaines venaient des RH, d'autres, c'est dommage, je ne me rappelle plus exactement ce qu'elles avaient fait, mais en tout cas, elles n'étaient ni dans le marketing digital, ni dans le management des SI. Et par contre, elles étaient là, elles ont réussi à convaincre. Et je ne dirais pas que vous n'avez pas réussi à convaincre, parce qu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas quelles ont été les raisons pour lesquelles vous n'avez pas été prise. Peut-être potentiellement, c'est une chose qui arrive aussi, hein. Le besoin pour lequel on vous avait identifié est tombé à l'eau. Ça arrive aussi avec certaines SS2I, que le client reporte finalement ce projet et que ça se fait plus tard, ou l'appel d'offres n'a pas été gagné. Mais une chose est que quand j'étais dans le dernier centre d'homologation, et toutes les fois où j'ai eu à faire passer des entretiens, il y a une chose qui revenait souvent quand on faisait des débriefings d'entretien. J'entendais souvent la phrase eh ben, la personnalité, sa personnalité. Et je voyais toujours mes chefs avec des étoiles dans les yeux. Et c'est ce qui déclenche en fait un recrutement. L'envie que vous donnez, ce que vous dégagez pendant l'entretien en fait. Parce qu'au-delà de tout ce que vous savez faire, on a tous eu une formation, on a tous appris quelque chose d'utile, on a tous travaillé dans un domaine qui a été utile, mais il faut en entretien donner ce petit plus qui fasse dire à la personne qui est en face de vous, elle, je la mettrai en équipe, je n'aurai aucun problème, elle va s'entendre avec tout le monde. Ah, mais elle, je pense que voilà, quand elle aura le client en face d'elle, même s'il est un peu difficile, ça va aller.
elle va pouvoir gérer, elle va pouvoir le contenir, ou elle pourra tenir une équipe de 3, 4 consultants. Et c'est ce genre de choses, je pense, que les recruteurs cherchent quand on arrive en entretien. Et c'est un conseil, s'il y a un conseil que je peux vous donner, c'est ça. Bosser votre personnalité, travailler c'est assez facile à dire, hein, mais travailler en tout cas cette envie que vous pouvez insuffler, un entretien où, voilà, où vous venez, vous souriez malgré le stress, où vous communiquez de la bonne humeur, de la joie de vivre, vous montrez que vous êtes sociable, que vous aimez être en contact avec l'humain. Tout de suite, ça change la donne dans un recrutement. Je te pose une dernière question et après, si vous en êtes tous d'accord, on pourra laisser quelques minutes à Sidi qui vous disait qu'il pouvait nous témoigner de son passage à l'EQL. La question, c'était donc sur le rythme de travail, en fait. Est-ce que tu peux comparer avec ton dernier parcours dans la finance? Oh là 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 là, tu as raison de rigoler. Oh là 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 là, Tu c'est m'appelais le à jour et 22 la heures parce nuit. que tu étais encore au travail. C'est le jour et la nuit. Et tu as raison de rigoler. Parce qu'en fait, Awa se rappelle de la période, parce que je suis passée en cabinet d'audit dans un Big Four. Une journée de travail classique, normale, c'était 9h-20h. Ça, c'était une journée normale. On n'était pas en période de clôture, ce n'était pas le rush, ce n'était pas le coup de feu. Je finissais à 20h. Alors, quand j'arrive dans l'informatique, qu'on finit à 18h, parfois, si on veut, on peut même partir à 17h30. Voilà, il n'y a pas mort d'homme. Pour moi, c'est le jour et la nuit. Toutes les fois où j'ai eu à partir tard, c'est parce que je l'ai voulu. C'est parce que je me suis dit, tiens, je préfère finir ça aujourd'hui, comme ça demain, je passe à autre chose. Et honnêtement, je pense aussi que peut-être que c'est de la chance parce que je connais des personnes qui sont sur des projets où il y a énormément de travail, mais moi, en tout cas, j'ai toujours eu des horaires qui m'ont permis d'avoir une vie. Et la preuve, tu te rappelles, j'avais même pris une formation où j'allais en cours du soir faire ma formation. J'avais pris une formation en management système d'information. Et donc voilà, j'avais vraiment une vie. Et ça, c'est appréciable, contrairement au métier de l'audit, d'expertise comptable, où c'était très, très prenant. Merci beaucoup pour d'avoir répondu à toutes ces questions. Alors, est-ce que tu peux arrêter le partage de ton écran? Et comme ça, on va demander à Sidi de reprendre la parole et peut-être de nous raconter un peu, du coup, ton expérience à l'EQL. Hop. Le micro. Normalement, j'ai demandé la réactivation du micro. Yes, parfait, c'est bon? Ça va? Yes. Super, Ouais. on t'entend. Donc, voilà, moi, je m'appelle Sidi, je viens d'avoir 30 ans. Je suis à la base, je vais faire un petit historique de mon parcours. Donc, bac ES, 2 ans de classe prépa éco et 3 ans d'école de commerce. Donc, normalement, voie royale, élitiste, comme ils nous disent, comme ils vous disent, etc. Ils aiment. J'ai payé 30 000 balles mes 3 ans. J'ai cru que j'allais être sauvé. Mais voilà, j'ai fait face à du chômage en sortant d'école de commerce à cause de la concurrence de dingue qu'il y a entre tous les étudiants. Et voilà, j'ai toujours été passionné d'informatique. Et je me suis dit, bon, soit j'abandonne ma passion et je fais complètement, et je continue à être absorbé complètement par mes recherches d'emploi où il y a trop de concurrence. Soit je reviens voilà, à mes premiers amours et je fais je fais de mon rêve ou de ma passion quelque chose de professionnel. Donc, à la fin d'un CDD, en tant que consultant généraliste, j'avais fait donc 1 an comme consultant junior en stratégie chez Soprasteria, dans une SS2I, mais pas dans la branche informatique. J'étais chargé de déploiement sur un projet de digitalisation de la santé publique en France, mais je ne faisais pas du tout d'informatique, c'était presque voilà, que de la conduite de projet. Ensuite, un petit CDD dans un petit cabinet de conseil où je faisais de la conduite du changement. Et puis voilà, comme il y a minimum 6 à 12 mois de chômage sur des postes très concurrentiels comme ça, plutôt bien payés certes, mais très concurrentiels, je me suis dit qu'il était hors de question que je perde vraiment mon temps à chaque fois
parce que je suis quelqu'un qui veut changer rapidement, qui veut changer beaucoup d'horizons professionnels et d'expérience. Donc, j'aime pas rester 2-3 ans dans une même boîte. Donc, il faut que je change assez rapidement. Donc, c'est maximum 1 an et demi pour moi dans une boîte. Donc, il y avait trop de chômage et trop de concurrence. Donc, je me suis dit, retour à l'informatique. Et j'ai décidé de rajouter une dimension technique à mon parcours. Et j'ai intégré donc l'école de la qualité logicielle. Qui propose quoi? L'école, bon, moi, je viens d'y passer. J'y ai passé 4 mois donc, de formation début 2019. Ils appellent ça formation. Je n'ai pas d'action chez eux. Je ne suis pas sponsorisé. C'est Moi non vraiment plus. Hein. par pur hasard. Franchement, c'est une Ouais, prof moi non plus. qui m'a parlé de la réunion de ce soir. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Ça parle de test, ça parle de MOA. Et cette personne-là est en plein questionnement, dédicace à elle d'ailleurs, en plein questionnement pour savoir si elle se reconvertit dans le test ou pas. Donc voilà, ça fait 2-3 semaines que je lui en parle non-stop. Et elle est tombée sur ce que vous organisez ce soir d'ailleurs, super. Et voilà, je rejoins totalement ce qui a été dit depuis 1 heure et demie là. Donc, EQL, organisme, donc École de la qualité logicielle, c'est un organisme de requalification et de reconversion. Moi, je ne l'ai pas vu comme ça, je l'ai vu comme parcours d'enrichissement parce que j'adore l'informatique, j'en ai toujours fait depuis que je suis tout petit, j'ai grandi avec une souris dans la main, quoi. Je suis de 90, donc c'est générationnel, quoi. Donc, j'ai vu ça comme un enrichissement, mais je vous certifie qu'avec moi, il y avait 2 journalistes, un prof d'anglais, une fille qui était dans l'édition. Voilà, c'est ce que j'ai vu. Le critère d'entrée, c'est minimum d'avoir un Master 2, quelle que soit l'origine de ce Master 2 là. Donc, c'est 3 mois et demi, 4 mois de formation pour ce qui est donc de la formation consultant qualité logicielle, c'est-à-dire testeur logiciel. On a le statut cadre, donc ils appellent ça consultant, tant mieux. Parce que voilà, sinon, voilà, j'aime pas trop comment on appelle testeur. Oui. Ouais, c'est assez péjoratif, je trouve. Ça Je fait un préfère peu qu'on nous réducteur. appelle. Oui. Ouais, je préfère qu'on nous appelle consultant qualité. Oui. Et donc, c'est une formation certifiante, donc qui donne, tout comme le concurrent Fitech, la certification ISTQB, qu'on passe en fin de formation et qui permet d'avoir une appréciation de salaire de 10 à 25% en fonction en fonction de l'entreprise ou de la SS2I dans laquelle on travaille et qui permet surtout de travailler à l'international. Vous m'arrêtez si je dis des conneries. La certification est internationale et rend compatible notre fonction à l'étranger aussi. C'est ce qui ouvre un champ des possibles de dingue. C'est juste dingue en fait. Parce que justement, depuis, je n'ai jamais connu plus d'1 mois et demi, 2 mois de recherche. Et je dois faire le tri. Je viens de finir un CDD, j'étais en renfort sur une mission dans un cabinet et j'aimerais finir cette expérience-là. Et donc, je dois faire le tri dans mes propositions, tellement j'en ai. Je rigole pas. J'ai Non, mais passé, je j'ai connais. passé entre 8 et 12 mois de chômage terrible quand j'étais à l'époque avec mon diplôme d'école de commerce à chercher du taf, à passer 1, 2, 3 entretiens dans la même boîte, à me faire refuser au 4e, à essuyer des refus ou des non-réponses. Donc 8 à 12 mois de recherche quotidienne entre 5 et 15 candidatures par jour. C'est usant. Et c'était que des refus, des non-réponses ou des refus au bout de XY entretiens. Tout à fait. Et là, dès que je me suis reconverti, franchement, c'est le jour et la nuit. Je ne mens pas. Et j'ai mis du temps à écouter un ami à moi qui est décédé malheureusement et qui s'est reconverti, un franco-zaïrois, qui s'est reconverti dans le test il y a 4-5 ans, qui a fait 2 ans en France, puis 2 ans au Canada, et qui m'a dit, mais fais du test, fais du test, fais du test. Et voilà, de là-haut, il nous voit et je pense qu'il est content que je me sois reconverti parce que voilà, je lui ai enfin donné raison, je l'ai écouté, je me suis écouté aussi. Et je me suis reconverti dans ces métiers-là et je ne regrette pas. J'ai mis un pied dans le monde de l'informatique. Et moi, j'y suis rentré le QL par le biais d'un parcours de reconversion financé par le Pôle emploi. C'est ce que je recommande. Fitech et le QL recrutent surtout des personnes en recherche d'emploi et leur financent intégralement la formation. Donc, il faut savoir que c'est entre 12 et 17 000 € la formation pour consultant qualité. Et c'est pris en charge par Pôle emploi et par les entreprises partenaires.
Donc, comme a dit Suzanne tout à l'heure, on ne rentre pas en formation si on n'a pas signé notre CDI. Donc, c'est totalement sécure, en fait. CDI, statut cadre, période d'essai 4 mois, reconductible, bien sûr. Donc, le risque zéro n'existe pas. Mais on rentre en formation en ayant un taf. Ça, c'est clair et net. Et on est tranquille, puisque voilà, on a de quoi travailler Tout à fait. après avoir eu les 3 à 4 mois de formation. Donc, voilà. Bah, Voilà ce que super. je peux dire. Merci beaucoup pour ton témoignage. C'était vachement intéressant. Merci. Je vais juste rajouter 2-3 trucs. J'ai Oui. été vraiment aussi bluffé par la qualité de l'enseignement. C'est hyper sérieux, hyper structuré. Il y a des feuilles Ouais. d'émargement. Bon, à l'époque, il n'y avait pas crise sanitaire, donc c'était en présentiel. C'est des classes de 15 à 25 élèves et il y a entre 5 et 10 promos par an pour la formation de consultant qualité logicielle, avec des réunions d'information, ensuite un jury avec des entretiens de personnalité et de compétences pour rentrer en formation. S'en suivent ensuite les fameux entretiens d'embauche pour avoir le CDI dans les 5 à 10 entreprises partenaires post-formation, en fait. Et on est bien sûr encadré pour les entretiens d'embauche avec 2 journées de préparation avec des psychologues du travail et des RH qui viennent revoir avec nous le CV, la méthode de l'entretien, etc. en amont du jour 1 de formation où là, on a et notre CDI et notre formation pour pouvoir commencer tranquillement, quoi. C'est super. C'est génial, ça, ouais. Merci pour ton... Pareil chez Fitech. Merci beaucoup pour ton Merci beaucoup. partage, parce que moi, je n'avais que les avis des personnes qui sont passées par là, mais c'est vrai que c'était mieux d'avoir quelqu'un qui est passé par la Fitech qui peut donner son retour d'expérience. Fitech, moi, j'ai fait les deux, j'ai été pris. Fitech, EQL, pardon. Ouais. Mais j'ai des potes aussi qui ont fait Fitech, j'ai eu des collègues aussi Là, je suis à 1 an et demi d'expérience pro dans le test. Ouais. J'ai connu des Fitech aussi avec moi. Voilà, c'est le même bateau. Oui, c'est ça. Et je rejoins ce que tu disais sur la recherche d'emploi. Oh là là. C'est incroyable. Quand j'ai voulu changer d'entreprise, j'ai mis mon CV sur Monster. Non, mais je vous raconte, hein, j'ai mis mon CV sur Monster. Je prends ma bouteille d'eau, je vais à la fontaine, je la remplis, je m'arrête parler à un collègue au niveau de son desk, je reviens à ma place. C'est à pause déjeuner, c'est bon. Et donc, je reviens à ma place, je soulève mon portable comme ça, je vois 5 appels. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et après, un autre appel. Je me dis, mais ok, je décroche. Oui, bonjour, on a vu votre CV sur Monster. Non. Ok, d'accord. En 1 heure, j'ai pu caler un entretien le midi, un entretien le soir pendant 3 semaines. En fait, j'en pouvais plus. J'ai été retirer mon CV. Pareil, moi, ça m'est arrivé. Et à ce moment-là, j'étais presque comme folle parce que je me dis, mais attends, quand j'étais dans l'audit, comme tu dis, hein, mais oh là là, c'était compliqué. C'était super compliqué. Et là, en fait, l'emploi vient te chercher. C'est un truc de fou. Ouais, on n'est pas en train de mentir. Et j'avais du choix, en fait. Ouais. C'était un truc, c'était incroyable. C'est quelque chose que je n'avais jamais vécu. Pareil. En plus, moi, je suis sortie sur le marché du travail avec une expérience, des stages de fin d'études dans une banque où il y a eu une personne en 2008 qui a fait des choses, je ne veux pas citer le nom, des choses. Oui. Après, il y a eu une crise des subprimes, donc c'était super compliqué. Voilà. Dont les initiales sont J et K, donc c'était super compliqué pour des gens comme moi. Et là, on me courait après. C'était vraiment, je n'en revenais pas. Bah, moi, tout à l'heure, j'ai eu un entretien là où le commercial m'a dit je peux positionner ton CV, c'est 3 clients, tu choisis. Attends, je rêve ou quoi? Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, on n'est pas bloqué dans la recette fonctionnelle. Hein. Moi, j'ai fait de la recette fonctionnelle et ensuite, je suis retournée actuellement, on le voit sur mon LinkedIn, je suis retournée en assistance à maîtrise d'ouvrage. Parce que en sortie de ma mission où j'ai été dans le transport, je suis partie sur un projet où j'ai été chef de projet recette, mais au bout d'1 an, il y a eu un renouvellement de l'appel d'offres et ma boîte a gagné le marché AMOA. Et on a perdu le marché recette. Et donc, on me dit, bon, de toute façon, tu connais l'outil,
tu as fait la recette pendant 1 an dessus, allez, on te passe en AMOA. Et donc, je suis passée à AMOA sur un outil sur lequel j'ai fait la recette pendant 1 an. Et j'ai continué, en fait. Et pareil, en tant qu'AMOA, je sais que si je veux chercher un emploi, j'en trouverai. Vraiment, dans le métier du test logiciel, en tout cas de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, ça recrute. Et là, comme je vais le dire, je suis sûre qu'on en aura encore plus. Comme le plan de relance, comme je vous dis, on a injecté 7 milliards dans le numérique. Il y a 7 milliards d'euros dans le plan de relance qui ont été injectés dans le numérique. Donc, potentiellement, il y a une vraie force de frappe pour toutes les personnes qui veulent rentrer dans ce domaine-là, quoi. Parce qu'il y aura des choses à faire, il y aura des projets qui vont être développés, des sites internet qui vont être mis en ligne, des boutiques virtuelles, il y aura des choses qui vont être faites et il faudra des personnes pour tester. Allez prendre votre part du gâteau. Tout à fait. C'est un énorme gâteau et allez-y. Les paroles de directeur commercial à qui j'avais fait l'entretien tout à l'heure, parce que je recherche une nouvelle opportunité, il m'a fait « il y a du boulot pour les 50 prochaines années ». Il m'a dit de lui-même, je n'ai rien dit. J'ai demandé justement à cette personne que je veux reconvertir dans le test. Je lui ai dit quelle porte d'entrée, est-ce que c'est bon? Il m'a dit bah oui. Et il est directeur commercial chez Calisoft. C'est une petite SS2I spécialisée dans le test. Oui. Chez qui je passe un entretien aujourd'hui. Donc, il m'a dit que c'était… voilà. Merci beaucoup en tout cas pour ces échanges, c'était hyper intéressant. On arrive à la fin, mais avant de conclure, dernière chance pour poser votre question. Comme pour Sidi, si vous voulez, vous pouvez ouvrir votre micro, ouvrir votre caméra, poser vos questions, faire vos commentaires si vous voulez. N'hésitez pas, on est encore là pour quelques minutes quand même. S'il y a des preneurs, n'hésitez pas. Soyez pas timide. Sinon, moi, je peux donner quelques conseils en attendant qu'on ait… je vois des personnes qui ouvrent leur caméra. Je vois des visages connus. Je vois Sonia avec qui j'ai travaillé, mon amie Ami. Je vois des justement, il y a des personnes qui ont travaillé dans ce milieu également, qui veulent donner leur ressenti, qui veulent aussi témoigner un peu pour donner envie aux autres d'y rentrer. N'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. J'ai aussi Nadine qui me dit qu'elle voudrait témoigner. Allez, Nadine. Pas de souci. Nadine, viens. Peut-être que son micro est bloqué, je vérifie. Nadine, on te donne la parole. Ça devrait être bon maintenant. Oui, allô? Oui, c'est bon. Oui, vous m'entendez? Oui, bonjour. Enfin, bonsoir. Donc, Nadine, je suis une amie de Suzanne et on travaille dans la même société. Alors, je n'ai pas vraiment le même parcours qu'elle. Je n'ai pas commencé par l'audit, mais par du marketing com, et voyant qu'en sortie d'études, alors j'arrivais à trouver des stages, mais je n'arrivais pas à trouver d'emploi. Je me suis réorientée vers la gestion de projet. Et de fil en aiguille, je suis arrivée dans une SS2I. Donc, j'ai commencé par faire des missions en assistance à maîtrise d'ouvrage et des missions de PMO. Et on va dire que la recette, je suis tombée dedans dans une mission et je n'avais pas du tout d'expérience en recette, donc j'étais un petit peu formée sur le tas. Et ce que je peux dire, c'est que la recette, ça ouvre énormément de portes. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est un parent pauvre sur un projet, mais en fait, c'est limite là où il y a un pouvoir énorme en fait sur la recette. Alors forcément, faut être méticuleux, minutieux, mais franchement, c'est très porteur. Exactement. Et sur un CV, c'est quand même une valeur ajoutée. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de clients, les métiers, la MOA, ne veulent pas le faire. Parce que pour eux, c'est rébarbatif, c'est pas forcément intéressant de rester sur son clavier. Alors, moi, je parle pour moi parce que j'ai pas forcément… je parle de mon expérience parce que j'ai pas, comme Suzanne, utilisé… c'était quoi déjà, Squash. Nous, c'était plus via un fichier Excel bête comme chou. Hein. Mais c'est sûr que de tester, de loguer des anomalies, ça fait peut-être pas forcément rêver les foules, surtout côté client. Mais franchement, sur un CV, c'est un plus. Et si derrière, vous pouvez être certifié, franchement, n'hésitez pas. Super.
Merci beaucoup, Nadine. Merci, Je Nadine. t'en prie. Enfin, je vous en prie. Fatoumata avait des questions. Oui, bonjour. Et je m'appelle Fatoumata. Je connais particulièrement Suzanne. On était à Orléans ensemble. Et au Canada. Oui, je suis à Montréal. Ouais. Je suis depuis Montréal. Donc, j'avais quelques questions parce que souvent, j'ai pensé à des reconversions. Je suis un peu dans le domaine de la banque et des assurances aussi. Mais mon problème principal, c'est qu'à chaque fois que tu veux faire une reconversion, c'est salarial. En fait, tu commences en bas parce qu'on te considère comme non expérimenté dans ce domaine-là. Donc, c'était ma question. Est-ce que, vu mon background, parce que c'est difficile de reculer de quelques années de salaire, est-ce que ce sont est-ce qu'ils en tiennent compte en fait? Est-ce qu'ils se disent qu'elle a quand même de l'expérience dans un autre domaine, même si elle veut se reconvertir, il y a des compétences transversales, si on veut, ou transposables, est-ce qu'ils en tiennent compte? Honnêtement, moi, comment dire? Quand je regarde par rapport à mon cas, j'ai envie de te dire non. Parce qu'en fait, moi, quand je suis rentrée dans l'IT, j'étais encore junior, jeune diplômée junior, tu vois. Je n'avais pas énormément d'expérience. Donc, je suis rentrée dans l'IT et ils m'ont recrutée avec le salaire qui allait bien par rapport à mon âge. Okay. Toi, si tu es déjà en poste, si tu es déjà en banque, je pense que ce que tu peux faire, c'est essayer de rentrer dans des projets, tout en restant dans la banque. Parce que vous faites toujours évoluer vos logiciels, en fait. Vous êtes toujours obligé de les faire évoluer, ne serait-ce qu'à cause de toutes les réglementations qui tombent, en fait. Bon, je m'étais arrêtée à BAL 3, c'était il y a très longtemps, mais voilà, il y avait énormément de réglementations. Et on est obligé de faire bouger vos logiciels. Donc, je me dis, tu peux commencer par ça. Tu connais le métier de la banque. S'il y a un projet en interne, tu rentres dedans. Ça va te demander aussi peut-être de bosser un peu plus parce que tu auras ton propre emploi, plus aussi ce projet où tu vas devoir lui affecter du temps. On viendra te consulter, où il faudra faire quelques tests, faire des choses. Et à partir du moment où tu vas commencer à être rodé sur la méthodologie, sur le projet, etc., je pense que si tu mets ton CV en ligne en disant que tu as fait du projet, même en interne, là, à ce moment-là, quand tu vas avoir une SS2I en face de toi, tu n'es plus une junior qui commence à zéro. Tu connais le projet. Peut-être que tu connais le projet interne dans ta banque, mais tu connais le projet. Et souvent, comme je disais, ils recrutent des consultants ou parce qu'on connaît le projet, la méthode de gestion de projet, ou parce qu'on connaît le domaine du client. Donc, dans le bancaire, on aime bien aussi savoir quelqu'un qui s'y connaisse. Je sais que sur la mission sur laquelle j'étais actuellement, c'était demandé que je maîtrise certains types de produits financiers, etc. etc. C'était dans l'appel d'offres. Okay. Donc, tu vois, ce sont des choses qui, naturellement, le client le demande et ça peut être un atout. Et tu vois, donc souvent, on prend toujours 2 critères sur 3 ou 3 critères sur 4. Tu les as, très bien. Allez, tu pars en mission. De toute façon, tu apprendras certaines choses sur le tas. C'est un peu la logique. Okay. Moi, c'est le conseil que j'aurais pu te donner. Essaye de rentrer dans un projet. Il y en a forcément. Dans la banque, il y en a forcément. Sois juste curieuse. Moi, c'est comme ça que j'avais fait quand j'étais en centre d'homologation. J'étais curieuse. Je demandais à ma chef, je la voyais faire des choses, je lui demandais « Ah, mais tiens, pourquoi tu fais ça? Ah, mais tiens, pourquoi ça? Ah, ok, d'accord. » Et après, elle s'est dit « Ah, tiens, ça l'intéresse. » Donc, un jour, elle a commencé à me dire « Est-ce que tu veux le faire? » Ok, je veux bien. Elle m'a confié une première action. Ok, puis après, elle m'a confié un deuxième, un troisième. Et mon périmètre grandissait comme ça. Puis à un moment, j'étais sa backup. Donc, elle se formait. J'étais devenue sa backup quand elle n'était pas là. Donc, je gérais les sujets. Tu vois, donc petit à petit, juste en étant curieuse, en voulant savoir, on te confie aussi des choses. Et si je comprends bien, les centres d'homologation, c'est comme des centres de formation, mais dans des SS2I, c'est ça? Non, en fait, un centre d'homologation, c'est une grosse équipe de recettes, en fait. On appelle ça tierce recettes applicatives ou c'est une grosse équipe de recettes. Et on est soit chez le client,
soit au siège. Mais on est là, et on prend en charge toutes les recettes, en fait, tous les tests qui doivent être faits sur différents logiciels. C'est ça un centre d'homologation. Donc, en fait, peux-tu intégrer un centre d'homologation sans passer par une SS2I? Non, je pense que tu ne peux pas. Mais là où je dis essaie de rentrer dans un projet, c'est que, je te donne un exemple. Sur le projet sur lequel je suis, tu vois, j'ai besoin de consulter des métiers. Donc, imaginons, je travaille dans ta banque. Je dois faire évoluer ton logiciel, parce que je suis AMOA. Tout le temps, je vais venir te voir. Tu dis, bon, Diane, OK, bon, tel produit, comment ça se passe? Et là, tu vas me dire, bon, Suzanne, ben, en fait, ce produit, si tu veux obtenir, je ne sais pas, tel pourcentage, en fait, tu es obligé d'abord d'additionner cette valeur et cette valeur, tu la divises par celle-ci, tu fais ci, tu fais ça. Donc, toi, tu me donnes les infos, je le transcris pour la MOE. Tu vois? Et inconsciemment, tu es dans mon projet. Mais moi, je continue à faire mon métier. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a forcément des projets en banque parce que les logiciels évoluent tout le temps. Donc, si tu repères, tu vas en entendre parler. Si tu repères un projet, tu entends parler d'un projet, demande à l'intégrer. Et demande aussi, les AMOA, tu sais, comme je dis, les êtres humains, dès que tu leur poses des questions, ils voient que ça t'intéresse et ils vont partager avec toi. Et ils pourront te dire, tiens, bon, ben, c'est comme ça qu'on rédige une spécification, c'est comme ça qu'on fait les tests, etc., etc. Et tu vois, là, si je transpose à mon projet, on a des métiers, je travaille avec des personnes qui ont leur travail, mais qui aussi font on peut dire des spécifications, rédigent des docs, vont tester avec moi quand on aura besoin de tester, mais ils ont toujours leur travail dans la boîte dans laquelle on est, tu vois. Je comprends. Donc, ce qui fait que sur ton CV, tu pourras mettre que tu as participé à la rédaction de spécifications, tu as aidé à planifier certaines choses, tu as fait des tests de tel outil ou des tests de tel périmètre, tu vois. Et petit à petit, quand tu rajoutes ce genre de ligne sur ton CV, tu peux intéresser une SS2I parce que tu connais du projet, tu connais le métier du client. Et là, tu n'es plus une junior. Tu ne recommences plus à zéro, tu as quelque chose à leur offrir. OK, je vois, oui. Très bonne idée, oui. C'est bon. Merci. Mais je t'en prie, Diane, ça m'a fait plaisir de te voir. On va prendre une dernière question de Raja. Tu me dis si je prononce mal ton prénom. Et ensuite, on va clôturer parce qu'il commence à faire un peu tard. Alors, Raja, hop, j'active le micro. Allô? Oui. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Bonsoir. Je vous remercie d'abord pour l'organisation de cet événement et je remercie Suzanne pour sa présentation qui était riche et constructive. Et c'est toujours intéressant d'avoir un retour d'expérience des gens qui sont dans le domaine. Alors moi, en fait, j'avais fait cette reconversion, j'ai fait cette étape. À la base, j'étais dans un autre environnement, j'étais dans l'ingénierie environnementale. Et je me suis convertie il y a 1 an dans le métier test. Et comme Sidi, j'ai bénéficié de le dispositif, la POI, avec un CDI, avec une entreprise. Alors, ce n'était pas Fitech, mais c'était la même entreprise qui formait. C'est devenu un petit peu à la mode, mais c'est l'entreprise eux-mêmes à la place de prendre des candidats avec d'autres formations, c'est eux-mêmes qui forment, voilà, et recrutent. Et du coup, j'avais un CD avec eux et malheureusement, avec la conjoncture, normalement, je devais commencer la période d'essai, mais voilà, c'était assez brusque et ils ont annulé carrément, voilà, ils ont rompu le contrat. Et du coup, je me retrouve à nouveau à rechercher, malgré, parce que j'ai entendu voilà, que c'est un domaine qui est en évolution, qui a beaucoup de demandes, que forcément, il y a du travail pour tous. Je suis assez peu optimiste là-dessus, mais voilà, comme je débute, je n'ai pas encore d'expérience, et là, c'est assez compliqué parce que je me dis, bon, pour être dans le marché, comment faire?
Là, voilà, je suis sortie avec un certificat. J'ai passé aussi le certificat STQB Fondation, que je l'ai eu. Donc là, je suis sans expérience et la plupart des clients, ils demandent l'expérience. Parce que même l'entreprise avec qui j'étais en CDI, ils m'ont dit, voilà, on n'arrive pas à à décrocher des missions parce que les clients sont devenus exigeants dans cette période de crise. Ils ne veulent plus des consultants juniors, plutôt expérimentés, autonomes, voilà, qui peuvent travailler chez eux normalement. Donc là, voilà, c'est ça ma question. Je me dis, comment faire? C'est assez compliqué. Comme ça, chez soi, à repostuler. J'ai déjà fait cette démarche, mais je n'ai pas eu de retour. J'ai entendu que le téléphone n'arrête pas de sonner pour Suzanne. C'est bien. Pour l'instant, ce n'est pas le cas pour moi. Oui, Voilà. Oui, je comprends ce que tu vis. Après, moi, je suis persuadée que tu vas retrouver. C'est vrai que là, en fait, il y a eu vraiment une contraction. C'est avec cette crise, avec ce confinement. C'est devenu compliqué, en fait. Et il y a moins de projets que d'habitude. Mais pour moi, tu vas trouver, en fait, parce que tu es certifié, tu connais le métier, tu sais ce que tu dois faire, en fait. Et, et là, pour moi, c'est juste le contexte, hein. C'est juste le contexte qui le fait. Et continue à postuler et continue à chercher. Je comprends, c'est compliqué. Ça atteint le moral. Et puis, on commence à se dire, de toute façon, on n'y arrivera jamais. Mais pour moi, tu vas trouver, clairement. Et il me semble que Sidi a partagé aussi le nom d'un cabinet de recrutement spécialisé dans l'IT. Oui. Ah, je n'avais pas vu. Ouais. Oui, j'ai regardé. Ouais. J'ai Honnêtement, fait cette démarche-là. lesjeudis.com. Je sais qu'il y a un site internet qui s'appelle lesjeudis.com où c'est orienté IT aussi. Et je pense que tu peux trouver des offres là-dessus. Pour moi, tu vas forcément trouver. Je te l'accorde, c'était compliqué. On m'a consulté pendant cet été et un petit peu pendant la rentrée pour aider à placer des jeunes en alternance. Et quand j'ai fait circuler dans mon réseau, tout le monde m'a dit, ben là, dans ma boîte, on ne recrute plus, tout a été gelé, on est obligé d'attendre que ça se tasse parce que personne ne sait, avec cette incertitude de la crise du Covid. Mais l'informatique, ça va forcément reprendre. C'est l'informatique qui nous a plus ou moins, à tous, hein, permis de continuer à travailler puisqu'on était en télétravail chez nous. Pour une bonne partie d'entre nous, hein, qui avons un métier qui se passe sur un ordinateur. Donc, c'est compliqué, je te l'accorde, mais ne baisse pas les bras et surtout, ne sombre pas aussi dans cette morosité, tu vois. Parce que, comme je disais, ça risque de se ressentir en entretien. Quand tu vas décrocher des entretiens, il faut que tu donnes envie et que tu montres que tu sais quoi, tu sais le faire. Ok, l'autre entreprise ne t'a pas pris, certes, c'est la crise, mais non, mais on a tous, qui n'a pas recruté un débutant en fait dans un domaine? Toutes les sociétés ont recruté des débutants. Et surtout, l'avantage des juniors, c'est que ça coûte moins cher et la marge pour les SS2I, elle est plus importante. Donc, ne pars vraiment pas défaitiste, hein. Ils ont d'énormes avantages à recruter des débutants et des juniors. Donc voilà, si tu veux, tu peux m'écrire sur LinkedIn. Après, je pourrais aussi essayer de voir, on échangera là-dessus et puis voir aussi dans mon réseau que je discute avec des gens autour de moi et faire circuler ton CV. On ne sait jamais, ça peut faire déclencher quelque chose. Ouais. Oui, merci, avec grand plaisir. Si je peux aider, je t'en prie. Super, merci. En fait, c'était juste le but en fait, d'avoir un genre de plan d'action. Parce que je me suis dit, si voilà, ça ne décroche pas, autant se former même à distance. Et oui. Ça, je te dirais oui. Si tu peux te former à distance, tout ce que tu peux avoir comme plus est un plus. Les entreprises aiment bien les soft skills. Des soft skills, si tu connais la communication non violente,
Tu as pu faire, je ne sais pas, de la programmation neurolinguistique, etc. Peu importe. Voilà. En plus, je vois que sur LinkedIn, il y a beaucoup de pubs pour se former sur les soft skills. Si tu en fais, c'est très bien et tu le rajoutes sur ton CV. Quoi qu'il en soit, l'idée est que quand tu te retrouves en entretien, quand on te demande « mais qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce temps ?» que l'employeur ne se dise pas « elle n'a rien fait ». Tu t'es formé, tu as continué à apprendre. Tu peux aller sur des sites comme Udemy ou Academia, où tu peux acheter une formation pour faire des requêtes SQL, j'en sais rien, mais continue en fait. Continue à apprendre quelque chose que tu vas mettre sur ton CV. Et en face, quand tu auras une personne en face de toi, ben, tu lui enverras l'information, le message comme quoi, eh ben, écoute, je n'avais pas de travail, mais je n'ai pas chômé. J'ai continué à travailler sur moi, je me suis informée, j'ai cherché de la doc, j'ai fait des choses. Voilà, j'ai fait des choses en fait. Et cette personne se dira, ah oui, ok, ben, finalement, voilà quelqu'un qui rebondit, tu vois. Parce qu'inconsciemment, j'ai l'impression que certains recruteurs, quand ils voient certains CV, quand on est en face d'eux, j'ai l'impression qu'ils viennent chercher des raisons de pouvoir nous dire non. Je ne sais pas si tu vois la logique, des raisons de pouvoir se dire « Ah, mais non, finalement, non, elle ne fait pas l'affaire. » Alors que si tu tends tout ce qui vient casser ses doutes et étayer le fait que tu es la candidate, ben, ils ne pourront que te prendre, en fait. Moi, c'est comme ça que je le vois. Alors, pour le coup, Yann a partagé un lien dans le chat. Apparemment, Udemy fait des promos jusqu'à demain pour le Black Friday, donc allez y jeter un coup d'œil. Et ce que tu dis, Suzanne, ça fait une excellente transition vers, je vais partager mon écran, vers les slides des prochains événements d'Aqua-Bafest. Je pense que vous voyez mon CV. Oui. Ah, zut. Bref, les joies de PowerPoint. C'est pas grave. Ça va jusqu'à la fin, au pire. C'est pas grave, voilà. Les prochains événements que l'on prépare avec Aquabafest sur les mois qui viennent, que vous puissiez voir. On a en fait prévu, mais ça c'était plutôt l'année prochaine, en fait, tout ce qui va passer sur l'optimisation du CV et la négociation salariale, parce que c'est vraiment les deux gros points, je dirais. On nous demande toujours pas mal d'infos. Donc, on prévoit ça l'année prochaine. Si vous pensez que c'est nécessaire avant, on peut peut-être s'arranger. Donc, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat, sur Twitter, sur Instagram, là où vous nous avez trouvé, en tout cas. Et pour que vous sachiez aussi le programme des prochains événements, on vous les partage maintenant. Le mois prochain, on commence à parler de produits, donc product management. On peut peut-être passer un peu de temps aussi sur le métier de product owner. Janvier, on va parler du métier de DevOps, le métier que j'ai découvert cette année, moi, en fait, qui est juste un sysadmin remaquillé et payé plus cher. Et ensuite, on recommence à parler quand même de software engineer, de développement. Un petit point sur le métier de freelance. On a également beaucoup de questions enfin, pas ce métier, du coup, c'est pas un métier de freelance, mais le choix entre freelance et employé. Et puis en avril, on prépare quelque chose autour du monde du jeu vidéo, pour ceux que ça intéresse. Voilà, je vais arrêter de partager. De toute façon, toutes ces infos, on vous les repartagera sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas non plus à revenir vers nous. On va clôturer. On va dire merci à Suzanne encore une fois. C'était vachement intéressant. Et puis, moi, j'ai appris beaucoup aussi sur ce métier. On se retrouve très, très bientôt pour plus d'échanges. Et puis, merci encore d'avoir été là. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai faim. Donc, on clôture cet événement. Merci à tous encore d'avoir été là. Et puis, à très bientôt. Merci à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis sur LinkedIn, Suzanne Diaye. Et vous pouvez me contacter. On peut toujours continuer à échanger. Voilà. On fera un mail récap à toutes les personnes qui étaient là. On partagera effectivement l'enregistrement. On mettra la vidéo sur YouTube. Et puis, on partagera certaines des infos qui ont été données également dans le chat, notamment les instituts de formation et autres. Super, j'espère avoir pu vous aider. En tout cas, ça m'a fait plaisir d'être là avec vous ce soir. Merci à tous. Merci tout le monde, au revoir, bonne soirée.